Salut à tous et merci de nous rejoindre. Bientôt 2 mois qu'elle a rouvert ses portes, l'école béninoise. Une année scolaire démarrée pour le moins dans une accalmie totale à offrir sérénité et assurance aux apprenants et parents d'élèves. 2018-2019 n'aura rien de comparable aux années scolaires précédentes du point de vue fonctionnement et performance, avait clamé le régime du nouveau départ en annonçant la rentrée scolaire pour le mois de septembre. Alors que tout semble aller comme sur des roulettes depuis le premier jour des classes, le secrétaire général de la Confédération des syndicats des travailleurs du Bénin, CSTB, rompt le silence à la faveur d'une déclaration publique intitulée « Le vrai visage de l'école béninoise ». On y révèle, entre autres, un manque de plus de 65% d'enseignants dans les collèges et lycées publics. Des chiffres jusque-là non encore démentis, et d'autres aussi alarmantes qu'inquiétantes. Rentrée scolaire 2018-2019, une quiétude de fond ou l'arbre qui cache la forêt. 2 acteurs du système éducatif pour nous édifier sur la question à valeur de thème pour ce numéro de votre émission 100% Bénin. À ma gauche, c'est Massa Eloge Lézimé, professeur certifié de sciences physiques. Il est le secrétaire à la formation professionnelle et au suivi des carrières au niveau du secrétariat exécutif national de la CJTB, l'une des grandes confédérations avec qui il va falloir compter pour parler des enseignants et autres corps de métier. C'est Massa Eloge Lézimé, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de vous, un autre collègue que vous connaissez bien, que vous avez eu déjà à croiser un certain nombre de fois sur ce plateau, un autre professeur certifié, Jean-Eudes Tomawa. Lui, il intervient en mathématiques. Il est le secrétaire général adjoint au niveau du département du littoral du syndicat des enseignements contractuels et permanents du Bénin, SINEC-CP Bénin. Voilà, Jean-Eudes Tomawa, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est un merci partagé. Oui, la rentrée scolaire annoncée pour le mois de septembre avec au départ quelques grincements de dents a effectivement démarré. Et dans l'ensemble, c'est un calme olympien qui caractérise jusque-là le déroulement des activités. Mais coup de tonnerre, le secrétaire général de la CSTB a décidé de donner de la voix. Une sortie pour, dit-il, donner le vrai visage de l'école béninoise, visage dont il va falloir tenir compte pour espérer, à terme, conduire l'année scolaire en cours à bon port dans la quiétude du départ. Que se passe-t-il? Quels sont ces constats? L'élément que vous allez suivre tout à l'heure n'est pas exhaustif sur la question. Quelque part, on reviendra sur ce plateau pour les compléments. Mais quel est le bien fondé de cette sortie? C'est là toute la question. Jusque-là, aucune réaction des autorités. Alors, les acteurs sur le terrain en permanence, c'est quoi leur regard sur cette sortie? A-t-elle sa raison d'être? Suivez cet élément, ensuite nous reviendrons sur ce plateau pour apprécier. Dans notre pays, après 1 mois et demi de rentrée, malgré tout le tintamarre qui a été fait par le gouvernement, les faits sont têtus. Il n'y a pas d'enseignants. Au secondaire, le taux de couverture est autour de 34%. Ça veut dire qu'il manque plus de 65% d'enseignants. Et lorsque on a pris un exemple typique, le cas du CG de Soumouléré à Akwakwa dans Cotonou, il y a un effectif d'élèves d'environ 7000, où il y a 97 groupes pédagogiques selon les informations que j'ai reçues. Là, vous avez 30 enseignants permanents, plus de 400 professeurs honoraires, professeurs vacataires, professeurs occasionnels, à conditions essentiellement précaires. Et si vous allez dans toutes les écoles de Cotonou, vous avez 3 mètres sur 6, 4 mètres sur 6, 1 mètre sur 6. Sur toute l'étendue du territoire, c'est la même chose. Nous avons constaté qu'il manque beaucoup d'enseignants. Il manque de salles de classe, il manque de matériaux, il manque de matériel didactique. Il n'y a pas de laboratoire au niveau des collèges. Je vais donner l'exemple de Manambille, où on a supprimé un second cycle
On a envoyé les enfants à 30 km, à 75 km. Les parents aussi, avec les taxes et les concours de l'école, aujourd'hui, les parents démissionnent parce qu'ils n'arrivent plus à rien faire. Alors il faut que tout cela se lève pour exiger que l'État crée les conditions pour permettre aux enfants du pauvre d'aller à l'école, de s'épanouir et de pouvoir travailler pour vivre dans le. Ah oui, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, et on aurait pu vous offrir à entendre plus. Mais ce que vous avez entendu n'est non plus un tableau très reluisant de la situation actuelle. Mais quelle est la réalité sur le terrain? C'est moi ça, les humains. Quand vous suivez le secrétaire général de la CSTB, et vous qui vivez la réalité du terrain, qu'est-ce que vous avez envie plutôt de dire? Bon, les problèmes que le camarade, le SG Kassamampo soulève, sont des problèmes connus de tout le monde. Et c'est des problèmes, il faut l'avouer, qui ne datent pas d'aujourd'hui. Mais ce que nous pourrions dire, c'est la méthode et la manière dont le gouvernement de la rupture pense trouver des solutions à ces problèmes-là. Là, on peut se demander qu'est-ce qui est fait, parce que vous ne pouvez pas dire à l'entame de la rentrée scolaire que vous avez bien préparé une année scolaire et du coup on commence que les problèmes que l'école connaissait il y a longtemps, que ces problèmes n'ont pas trouvé de solution. Puis ces problèmes s'enlisent davantage. Avant de vous laisser poursuivre, c'est là en fait la préoccupation de plus d'un et la raison d'être de cette émission. Vous voulez dire que tout ce qu'on a entendu est bien fondé? Oui, tout est bien fondé. Le camarade Kassamampo ne fait que montrer l'interaction qui existe entre le système éducatif et les autres systèmes, à savoir par exemple la démographie. Les enfants aujourd'hui, quand vous prenez par exemple et ce qu'il a dit là, allez à Sémé tout près ou bien à Calavi, vous allez constater qu'il y a des classes de CI où les maîtres gèrent environ 120 élèves. Un enseignant, c'est au CI par exemple, je parle de l'enseignement primaire, que les enfants devraient apprendre à écrire, à commencer par apprendre à écrire, à lire et à compter. Comment un enseignant, un instituteur pourrait s'occuper de 120 élèves? Certainement, c'est parce que dans la zone, il n'y a pas beaucoup d'écoles, il n'y a pas d'infrastructures pour accueillir correctement. Par ailleurs, on pourrait avoir plusieurs groupes pédagogiques dans la même situation qui pourraient accueillir les enfants. Ce qu'il dit là, c'est très fondé parce que quand vous regardez le pénurie d'enseignants que nous connaissons aujourd'hui, au primaire surtout, ça fait environ 13 000 instituteurs. Et pour cacher, c'est-à-dire pour montrer aux parents, parce que les enfants ont quitté la maison. Les parents pensent que les enfants sont allés à l'école. C'est le vrai problème de l'école, ça. C'est-à-dire, le déficit est comblé comment? Au primaire surtout. C'est les élèves maîtres, c'est-à-dire des stagiaires, des apprenants qui sont en train d'apprendre le métier. Des fois, que vous allez voir, c'est à eux qu'on confie des classes. Pourquoi? En ville ici, vous allez constater qu'il y a des écoles primaires où la moyenne c'est 4 mètres sur 6. Si vous montez un peu, vous allez voir 2 mètres ou bien 3 mètres sur 6. Et des fois, vous avez un seul maître, c'est le seul directeur qui gère l'école. Donc pour combler un peu une partie de ce vide qui est créé, on fait appel aux maîtres, aux élèves maîtres qui sont appelés à apprendre le métier. C'est à eux, en tant qu'apprenants, c'est à eux qu'on confie la responsabilité des enfants. Si bien que vous allez constater, moi j'ai connu la fois dernière, il y a une dame là, elle ne comprenait rien de ça. Elle criait sur son enfant parce que l'enfant ne recopie pas les leçons. Mais l'enfant m'a dit, mais s'il vous plaît, tonton, ce n'est pas ma faute. Quand la maîtresse est là, c'est quand on commence par recopier, elle dit, allez d'abord à la maison. Elle ne revient pas sur la leçon. Ça pose le problème de la gestion du temps parce qu'elle n'est pas encore formée pour... Voilà qu'on lui a confié totalement la gestion de la classe. Jean-Hugues de Tomawa, c'est un peu la réponse que les humains apportent à ce qu'on a suivi tout à l'heure en termes d'exposé. La CSTB, par la voix de son secrétaire général, révèle le vrai visage de l'école. C'est ce qu'on peut effectivement dire aujourd'hui? Non, les problèmes de l'école sont là depuis. On les connaît, on oui, les depuis. connaît.
à part la motivation des enseignants dont nous parlons, les problèmes de l'école demeurent et il y a longtemps. Mais c'est à partir d'un moment que la chose a commencé par nous gagner jusqu'à ce que la législation scolaire ne disparaisse totalement. Comprenez que l'école n'a plus de repères. L'enfant va à l'école. Comment on peut faire un cours à 13 heures? Comment? On peut faire un cours à 13 heures dans un collège. Oui, bon, ça par exemple, c'est ce qui se faisait hier. Vous n'allez pas répéter ça aujourd'hui. On parle de la situation actuelle. Oui, c'est la situation qui a conduit à ce qu'on fasse le cours à 13 heures. Le cours commence à 14 heures. En son temps... Cette rentrée scolaire, il y a encore des cours à 13 heures? J'en fais. C'est pas qu'il y en a eu. Et je ne suis pas loin de Cotonou. Je ne suis pas loin de Bégamé. Je travaille au sujet Ouiho. Je dis, j'en fais. Les cours vont jusqu'à 13 heures. D'autres reprennent à 14 heures. Les élèves n'ont qu'une heure de pause. D'autres cours reprennent à 14 heures. C'est pour dire quoi? Pour contenir la démographie. En absence de salle de classe, absence de mobilier. Nous sommes obligés de programmer comme ça les enfants. Donc vous décidez, vous, d'autorité, d'empêcher les enfants de se reposer pour pouvoir reprendre les cours, alors que le calendrier scolaire est clair, les exigences aussi. Il faut même féliciter. Parce que le supérieur hiérarchique est informé. Ils sont informés parce qu'ils passent tout le temps, ils constatent que les enfants finissent à 13h et reprennent à 14h. Et ils sont informés. Même le directeur départemental est informé parce qu'il demande les emplois du temps de tous les professeurs de lui envoyer ça. Sur mon emploi du temps, mon cours va jusqu'à 13h. Donc il est informé. C'est pas qu'il n'est pas informé. C'est pour gérer les problèmes de l'école. L'un des problèmes de l'école. Mais ça crée d'autres problèmes. Oui, ça crée d'autres problèmes. Parce que c'est vous qui estimez que l'enfant a forcément besoin d'un temps de repos donné pour pouvoir récupérer afin de mieux assimiler. C'est le Pythagore qui l'a dit. Et aujourd'hui, on contraint les élèves. Et si vous suivez ce qui se passe dans les écoles, c'est alarmant. Ce n'est pas ce que le secrétaire général Kassa Mampo a dit. Il a fait assez c'est-à-dire, il a réservé. Non, il a réservé. Il a encore trop de choses. C'est pas économie de vérité, mais il en a encore réservé. Je vous dis, mettez pied dans l'école. Les problèmes sont... c'est dit innombrable. Regardez par exemple, il n'y a pas de table banc. Les élèves s'asseyent à 3, d'autres à 4. Sur une table banc de 2 personnes. Je voudrais préciser qu'on est en train de faire cette émission afin qu'ensemble, qu'on arrive à ressortir ce qui aujourd'hui apparaît comme d'état qui pourrait handicaper le grand rêve de tout. Le grand rêve de tous, une école plus performante. Et en cela, vous êtes priés de ne pas revenir sur des problèmes qui existaient hier et qui finalement ont été endigués, mais exposés à nos téléspectateurs, mais aussi aux dirigeants qui ne sont pas toujours informés de ce qui se passe, de la réalité actuelle. Donc je le dis parce que ce que vous venez de sortir, ça aussi je me rappelle, il y a 4 ans de cela qu'on a posé ce problème. Des efforts ont été faits, des réformes annoncées et amorcées. Ce serait heureux et utile pour tous que vous ne revenez pas sur ce qui a déjà été corrigé. Monsieur Joël, oui. Je n'ai aucun plaisir à dire ce qui est déjà fait pour dire que ce n'est pas fait. Et d'abord, la déontologie de métier que je fais ne me permet même pas de mentir. Je vis la réalité de la chose. Le CEG Fiaillon, par exemple, lorsque vous prenez la continuité de la plage là-bas, il y a un CEG là-bas, on appelle CEG Fiaillon. Ce CEG-là a un seul professeur de mathématiques. Tout le reste, agent de l'État, il est même agent contractuel de l'État, un seul professeur de mathématiques. Vous parlez d'un CEG qui a un seul professeur de mathématiques formé, que l'État a là, un seul. C'est en plein Cotonou, hein, c'est pas loin. Un seul. Et ce seul-là, et si vous comptez le nombre de salles qui est là, c'est que nous ballons jusqu'à 60 groupes pédagogiques. Tout le reste, c'est des occasionnels, des honoraires qui doivent faire le travail. Ceux-là qui doivent être correctement formés d'abord. Ceux-là dont on n'a même pas vérifié le parchemin. Et qu'est-ce qu'on apprend aux élèves? Lorsque vous faites ces points-là, l'école, c'est-à-dire, nous dirons que l'école va vers la ruine, sinon l'école est déjà à terre. Il faut relever l'école et tout de suite. Et il y a des mesures urgentes. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi ceux qui sont les autorités hiérarchiques, ministres, directeurs départementaux et autres, je ne sais pas ce qu'ils arrivent à faire dans la semaine. C'est-à-dire, je me pose la question. S'ils sont là à réfléchir, c'est qu'ils doivent trouver des solutions intermédiaires en attendant. En entendant, j'ai dit ici une fois sur ce plateau, demandez à vos professeurs qui sont déjà formés qu'ils aillent prendre des heures supplémentaires ou qu'ils deviennent des honoraires dans un autre collège pour régler ce problème tout de suite. Manque criard là. On a entendu dire que ça fait partie des réformes annoncées. Ce n'est pas appliqué. Bon, vous savez, quand la rentrée veut commencer, tout le monde dit ce qu'on peut dire pour que les gens constatent qu'on travaille. Et quand la rentrée commence, tout le monde dort. C'est pourquoi, c'est ce qui a indigné le secrétaire général Kassa Mampo a fait cette sortie. Si au moins les gens étaient dans l'action, en train de corriger des choses, ils ne feraient pas cette sortie. C'est silence radio.
il faut attendre une autre rentrée ou bien les résultats des examens pour commencer par crier. Les emails, on a là l'impression que c'est encore un pas qui ne rassure pas d'un fonctionnement aisé et d'une performance plus élogieuse, finalement. Non, mais le souhait de nous tous, c'est que l'école béninoise soit performante. Mais comme je le disais tantôt, il y a beaucoup de variables qui devraient fonctionner normalement et on va escompter le résultat attendu. Mais il s'est fait que, regardez, quand il parle de la démographie, vous savez, la plupart de nos collèges, les CEG, sont des fois déjà à partir de 50 voire 70 groupes pédagogiques, vous avez à peine 20 salles de classe. Alors, comment on va tourner les 70 groupes pédagogiques dans la même semaine sans faire en sorte que les enfants fassent des cours de 13 heures qu'on sort? C'est le problème que l'école connaît, ça. Ce n'est pas que c'est la rupture qui a inventé ces problèmes, mais comme ils sont là, on leur demande simplement de trouver des solutions. Et contrairement à mon ami, je pense que les ministres en charge de notre système éducatif, je pense qu'ils réfléchissent et on attend que des résultats. C'est peut-être parce qu'on n'a pas encore eu les résultats qu'ils donnent l'impression que rien ne se fait. Sinon, quand on parle de manque criard d'enseignants, même les années antérieures, on donnait le nombre d'enseignants, même le gouvernement de la rupture. Ils nous ont dit, par exemple, cette année, quand nous on a regardé, parce que nous aussi on a déjà regardé au niveau de la loi des finances, ils nous ont annoncé 1400 enseignants à recruter. Mais si l'école, effectivement, est une priorité pour tout le monde, je ne le dis pas même pour le gouvernement, simplement. Moi, j'appelle au niveau de tout le monde la solidarité nationale, qu'on cherche à résoudre les problèmes de l'école. Et ça va faire partie des premières solutions pour le développement de notre pays. Parce que les enfants de demain, même les réformes administratives qu'on est en train d'opérer, si les enfants ne sont pas bien éduqués à l'école, ne sont pas bien formés, comment ils vont conduire ces réformes désormais? Voyez-vous, il vient de le dire. Quand vous sillonnez les zones qui ne sont pas loin d'ici, vous allez voir, les enfants sont assis à 4, à 3, au primaire, sur des bancs conçus pour 2 élèves. Allez à Sémé au Koun là, vous allez voir une classe de CE1 qui fonctionne avec environ 125 élèves selon les informations que nous avons. Quand vous venez dans nos collèges, quand vous vous éloignez un peu de la ville, vous allez voir des classes de terminale à 70 élèves. Le professeur qui vient en classe, comment il va s'occuper réellement de 70 élèves, les évaluer régulièrement, corriger, par exemple, au primaire. Quand vous voyez les maîtres, ils ont l'habitude de faire quelque chose que nous appelons la double correction. La double correction. Comment le maître qui est au niveau dans ces classes-là, ces maîtres-là pourront efficacement garder ces enfants. Nous ne parlons même pas encore de la motivation de l'enseignant. Parce que parmi eux, voilà, l'enseignant qui fait... On en reviendra. On en revient. Oui. Donc voilà, ce n'est que ça que le camarade Kassa Mampo est en train de soulever. Et ce n'est pas... Moi, bon, de toute façon, ce ne sont pas des problèmes qui datent d'aujourd'hui. Mais... Donc, attendez, lorsqu'on annonçait des réformes, on s'est dit que c'est des problèmes qui seront finalement minorés avec cette rentrée scolaire. Et au regard de l'accalmie, ils sont nombreux, les parents se disent, bon voilà, les enfants suivent aujourd'hui les cours comme cela se doit, et on attend des résultats probants. Mais avec ce que vous annoncez, c'est qu'il faut être sûr de retrouver après les enfants avec encore et encore des tares. Bon, c'est sûr, ou bien du moins les anciens peuvent se plier en 4 et donner le meilleur d'eux, mais ce n'est pas évident. Parce que les réformes dont il s'agissait, moi, quand je regardais ça un peu, c'est les réformes, on pensait que c'est des réformes qui allaient toucher directement le personnel enseignant qui pourrait régler le problème. Avant le personnel enseignant, ça c'est des choses pratiques, ce que vous évoquez actuellement. Non, les infrastructures, la gestion du flux des élèves, qu'est-ce qui est fait par rapport à ça? Ce qu'on nous dit, c'est des cahiers de charges qu'on a remis aux enseignants, aux gestionnaires d'établissements, en leur rappelant normalement ce qu'ils devraient faire pour que l'école fonctionne. Mais c'est ce que je vous demandais, même si c'est vous qui posez des questions. Dites-moi, comment un enseignant qui est au CI pourrait garder
70 élèves, 80, 90 élèves, et s'occuper d'eux correctement pour que les enfants là soient initiés correctement à savoir lire, écrire et compter. Or, les travaux, les recherches en pédagogie ont montré que si déjà au CI, au CP, les enfants, les apprenants là, ont des problèmes, ont des déficits, ont des carences en matière de lecture et d'écriture, ils vont connaître des problèmes dans leur culture scolaire. Voilà qu'en amont, ça là c'était pas réglé, on n'a pas de... Les réformes, ce que nous on attendait. Par exemple, l'une des réformes, quand nous regardons l'actualité internationale, vous le savez, comme moi, qu'en France, malgré qu'on a dit 12, regardez l'effectif de ces élèves là-bas. Quand vous prenez tous ces élèves là, ça on va dire notre population. Où on a dit 12 élèves par classe. On sait pourquoi on l'a dit. Et mieux, le ministre a fait des réformes où aujourd'hui on a dit on va prendre 2 instructeurs, 2 maîtres par classe. On sait parce que quand ça va fonctionner comme ça, les élèves qui sont à la traîne, l'autre va les récupérer et on va tendre vers 100% qu'on attend des résultats. Mais si ça là n'est pas fait ici, et on veut avoir les mêmes résultats dans des conditions qui ne sont pas les conditions dans lesquelles on pourrait avoir ces résultats, vous pouvez faire des réformes. Mais si vous ne touchez pas encore là où le problème est, on ne pourrait rien avoir comme résultat. Les conditions optimales toujours pas réunies, et donc presque un échec avant qu'on en arrive à terme. Non, c'est pas un échec. Nous travaillons dans ces conditions. Ça veut dire quoi? Qu'on ne dise pas que l'école a déjà tout et qu'on attend les résultats. Non, c'est dans ces conditions que nous travaillons. Les conditions où les enfants n'ont pas de temps, n'ont pas de repos pour eux-mêmes. Les conditions où il n'y a pas d'enseignants qualifiés. Ce problème-là existait. Mais le peu qui existe, c'est-à-dire ça ne couvre pas. Au CEG, nous sommes 5 professeurs de mathématiques formés par l'État qui sommes en service là. Là maintenant, ça fait 3 classes par professeur, ça fait 15. Or, nous en disposons de 65. Comment on va pouvoir aux autres classes? Comment les autres classes seront pourvues? C'est-à-dire que forcément, c'est les occasionnels qui vont travailler. Nous en sommes conscients. Nous faisons des animations d'établissement et avec les collègues qui sont là, les occasionnels, nous leur disons voilà, voici comment il faut faire. Mais le problème demeure entier. Ces enfants-là, il y a toujours des choses qu'ils ne vont pas apprendre. Il y a des élèves, dès lundi, ils vont commencer par rester derrière tel bâtiment, parce qu'ils sont venus et il n'y a pas encore de place assise. C'est-à-dire, ils sont recrutés, ils ont commencé les cours, mais il n'y a pas de place assise. Le directeur se plie en 4 pour pouvoir faire 2-3 hangars pour qu'ils aient de place assise. Et c'est ce qu'on peut faire. Donc, nous accompagnons. Mais il faut dénoncer ces problèmes-là pour que les gouvernants prennent la responsabilité. J'ai dit à quelqu'un, construisez des buildings dans un pays où les gens n'arrivent pas à aller à l'école pour trouver des enseignants, pour les former, ça ne vaut pas la peine. Mais l'ambition, c'est la beauté. Et que lorsqu'on s'occupe de la beauté, c'est terminé, tout est terminé, c'est grave. Quand il pleut, il y a des salles de classe qui sont inondées. Au sujet, oui, c'est ça, j'ai dit. Hein. Donc, vous allez constater que les pluies sont un peu plus fréquentes dans ce mois-là. C'est-à-dire, quand il pleut, les classes sont inondées, les élèves sont obligés de sortir, le professeur les abandonne parce qu'il n'est pas un batracien. Comprenez, c'est des problèmes, ça. Et on fait avec les moyens de bord. Les élèves ont déjà payé combien dans la contribution pour qu'on commence par faire ces travaux-là. Comprenez que nous faisons ce que nous pouvons. Donc, comme palliatif aujourd'hui, on attend que les parents viennent s'acquitter des frais de contribution, c'est cela. Là, ça nous permettra aussi d'engager certains travaux pour que les élèves aient des places assises. Quand on a entendu dire qu'il y a des parents qui doivent encore les scolarités de l'année précédente. L'année écoulée, les parents doivent. Et décidément. On nous a dit de ne pas renvoyer les élèves pour ça. On ne peut pas renvoyer parce qu'il est venu s'instruire. Ce n'est pas sa faute. Donc comprenez que l'école au Bénin a de réels problèmes. Et si on réfléchit à la solution, à la chose, c'est que les solutions, ce n'est pas des solutions définitives qu'on va trouver, mais des solutions de proche en proche. Le ministre déjà passe une communication au Conseil des ministres, dit autorisez-moi, chaque année, je vais envoyer mes 20 ou 30 meilleurs de la série C directement classés dans les écoles normales pour que j'ai des professeurs de mathématiques. Même s'ils refusent, d'autres seront parce que d'autres me disent bon, je suis assez meilleur, je voudrais bien être ingénieur des points chaussés, je ne veux pas être enseignant. Mais si on les classe d'abord, et ils seront des engagés directs.
chaque année, si on nous produit 20 professeurs de mathématiques, je crois que c'est des solutions de proche en proche. Mais des solutions où on nous dit, bon, écoutez, la rentrée c'est ceci, on a dit la professionnalisation de l'enseignement. Oui. Le ministre a dit ça. Il veut professionnaliser qui? Qui veut professionnaliser? Nous sommes combien pour qu'on s'occupe de notre professionnalisation? Pour ça, on peut voyager aux frais de l'État, rester au Canada jusqu'à revenir à un moment donné pour dire qu'on est en train d'apprendre quelque chose. Ou là-bas, ce que vous êtes allé voir, les gens d'enseignants, les gens, le matériel didactique, les gens, non, les élèves ne sont pas des effectifs pléthoriques dans les salles. Même si vous apprenez la professionnalisation, ça ne peut pas s'appliquer ici. Il faut voir ce que nous avons tout de suite et orienter les peu de ressources de l'État. C'est ce que nous demandons. L'urgence aussi est à la hiérarchisation des priorités, c'est ça? C'est tout. Ce n'est pas que nous allons voir ceci et c'est-à-dire dans les beaux discours, on commence par s'embourber des fois. C'est pourquoi nous disons aux gens, commencez par régler le problème un peu. Si c'est que c'est l'État qui n'a pas du tout les moyens, j'ai causé avec les amis, dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, je suppose que l'État n'a pas du tout les moyens. Si au lieu de payer les ministres... Vous supposez? Oui, je suppose, parce que c'est pourquoi on ne peut pas nous construire des salles de classe. L'État n'a du tout pas les moyens. Donc on n'arrive pas à construire des salles de classe, on n'arrive pas à fabriquer les mobiliers, on n'arrive pas à nous payer les matériels didactiques, c'est-à-dire dans les bibliothèques et autres, pour que les élèves aient des documents. Je suppose que l'État a ces problèmes-là. Au lieu de payer des ministres des millions, si chaque ministre fait 1 million sur son salaire, je crois que chaque année, on peut injecter 20 millions dans une école, chaque année 20 millions dans une école, ou chaque mois 20 millions dans une école. Je crois qu'on va régler des problèmes un peu. Vous proposez la solution à la tanzanienne, qu'on casse un peu le train de vie au sommet de l'État, mais dans la réalité, et qu'on puisse injecter ces sous dans d'autres secteurs. Oui, les humains, vous évoquez la situation des enseignants eux-mêmes. Vous pensez que ça fait partie des préalables pour permettre une meilleure assimilation des cours? Tout à fait. Parce que pourquoi? Vous avez vu les conditions dans lesquelles ceux-là, on leur demande de travailler. Et on voudrait avoir les résultats. Si ils doivent travailler dans ces conditions, c'est déjà des sacrifices. Ça veut dire qu'il faut réfléchir tout au moins pour améliorer leurs conditions de vie, pour qu'ils au moins disent que là où je m'en vais là, au moins j'ai une petite satisfaction quelque part. Ça veut dire quoi tout simplement? Dans ces conditions au primaire, nous avons des collègues enseignants qui sont sans salaire depuis 10 ans. Oui, le gouvernement a pris déjà l'engagement de régler tout ça. Régler, le verbe, on va. Parce que nous, on a dit, c'est notre point de vue, on peut se tromper, hein, mais nous pensons que les meilleures réformes, d'abord, passent par l'amélioration des conditions de vie de ceux qui travaillent là. Et on va leur demander maintenant de faire des sacrifices. Vous ne pouvez pas me demander, comme tout le monde sait, que l'État n'a pas les moyens maintenant peut-être pour construire des salles de classe partout. Et vous m'envoyez garder 120 élèves. 80 élèves. Et pour aller là-bas, je cherche d'abord, je réfléchis comment d'abord je vais mettre de l'essence dans mon engin pour aller. Et vous pouvez tout dire, vous aurez quel résultat. Nous, on a des enseignants qui, c'est malgré eux, qui sont encore à l'école. Je vous l'ai dit qu'à la première occasion, ceux-là vont laisser. Ils vont laisser. La preuve. Lui-même qui parle. La preuve. Vous avez au collège, comme il est en train de le dire, au collège, les 70% sont des camarades honoraires. Et honoraires comment? Ils ne sont pas. La majorité n'est pas formée. Et comme on trouve qu'ils gardent déjà les enfants, ou bien ces anciens-là sont déjà là, les parents, pour eux, les enfants ont quitté la maison et ils sont à l'école. Si les premières réformes touchent déjà les conditions de vie des enseignants, ils peuvent penser que l'État est en train de penser à nous et maintenant, on va faire l'effort de nous sacrifier pour accepter les conditions dans lesquelles... Ça dit quoi? Garder autant acheter nous-mêmes, pourvu au moins à quelques... matériel didactique pour bien garder les enfants. Même les établissements dans lesquels nous avons le laboratoire, parce que le camarade Kassam Mampo a dit qu'il n'y a pas de laboratoire. Oui. Il faut avouer que les gouvernements ont fait des efforts où il y a certains établissements, il n'y a même pas de laboratoire. Il n'y a même pas de laborantin. De laborantin? Oui, il n'y a pas de laborantin. Or, les enseignants... Les laboratoires qui existent fonctionnent comment? Oui, les enseignants se débrouillent
pour faire fonctionner ces laboratoires. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans la formation des enseignants, la plupart, un enseignant qui vient fraîchement de l'université, qui n'est pas formé pour bien faire ces travaux-là, vous lui demandez de faire fonctionner le laboratoire, le matériel didactique, même pédagogique, va rester là et ça va pourrir. Donc l'école, moi, dans ma tête, la meilleure réforme passe d'abord l'amélioration des conditions de vie de ces enseignants-là. Et progressivement, on va aller vers, avec une solidarité nationale, comme il est en train de le dire, pour que ce soit les députés, que ce soit les ministres, qu'on dise que l'école a de problèmes, les infrastructures, combien on peut régler cette année en diminuant le train de vie de l'État pour que l'école fonctionne et de ne pas montrer aux parents comme les classes sont ouvertes seulement. Vous parlez tout le temps du train de vie de l'État aujourd'hui. On sait que les choses se sont améliorées de ce côté-là avec les types d'assainissement auxquels on a eu droit. Est-ce qu'il ne faut pas logner de notre côté que de parler... Quel côté? On nous a dit qu'on n'a pas de pétrole, on n'a rien. Et dans ces conditions, si un préfet doit être à 5 millions, on va trouver de l'argent pour s'occuper des problèmes de l'école. Le véritable problème se trouve là aussi. Si un ministre, malgré cette tâche, tout le monde sait qu'un ministre doit être, en se comparant aux autres ministres des autres pays, il doit être bien payé. Mais nous ne sommes pas dans les autres pays où on n'a pas le pétrole. Donc ceux-là aussi doivent accepter, faire des sacrifices comme ce qu'on demande à ces enseignants-là. Pour au moins qu'on va régler les problèmes. Les problèmes sont connus. Et les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on dit. On n'observe pas cette volonté vis-à-vis de ceux qui nous dirigent. On a l'impression qu'eux, ils sont dans leur tour d'ivoire et tout marche bien. Et on demande à l'enseignant de se mettre sous la pluie, malgré lui, et d'aller au cours. Il serait démotivé. Et le système ne sera... Dans quelles conditions? S'il sait même qu'arrivé là-bas, il va travailler dans de bonnes conditions, il serait encore peut-être motivé pour aller là-bas s'occuper des enfants pour que au moins la nation va le lui reconnaître après. Mais tout ça n'est pas réglé. Vous pensez que les trains de vie, ou bien vous ne les voyez pas circuler dans la ville de Cotonou et ailleurs? Bon, j'en croise rarement, moi. Il se trouve que vous, enseignants, avec l'engagement qui est le vôtre, on attend aussi beaucoup de vous. Vous avez dit, déjà, vous faites ce que vous pouvez faire. Mais parlez aujourd'hui des conditions qui sont les vôtres qu'il va falloir améliorer pour essayer d'impacter encore plus ce qui se fait. N'est-ce pas une façon aussi sournoise de faire le travail? Parce que quand on vous suit, c'est comme si vous faites le travail tout démotivé, mais vous êtes là quand même. Monsieur Joël, je vais vous dire une vérité. Et je vais dire une vérité aussi aux téléspectateurs. Vous savez, l'enseignant démotivé de n'importe quelle façon, lorsqu'il prend la craie et devant les élèves, il est heureux. À moins que celui-là, il n'a pas, c'est-à-dire la vocation du métier. Il est heureux d'enseigner. J'ai commencé cette année, je suis très heureux d'enseigner et je n'exige rien à l'État avant d'aller en salle. Ah, c'est important. Non, je n'exige rien à l'État avant d'aller en salle. L'État sait ce qu'il me faut, comme l'État lui-même ou le président lui-même a défini. Il dit que pour être ministre de la République, il faut être dans les meilleures conditions pour se donner à la République. Encore que les ministres, ce n'est pas ce qui manque. Tout le monde peut être ministre. Ça, là, je vous avoue ça. Ah bon? Mais oui, mais tout le monde ne peut pas être enseignant. Je suis sincère. Tout le monde peut être ministre, oui. Mais tout le monde ne peut pas être enseignant. Enseignant que vous êtes, vous pensez que vous pouvez exercer la fonction de ministre? La fonction là, oui. Je vais exercer ça avec réserve. C'est-à-dire qu'ils vont dire, tu es trop compétent, il faut qu'on te donne autre chose à faire encore. C'est-à-dire, je vais finir ce qu'on me demande là. Et il aura encore du temps. Et je vais, c'est-à-dire, j'ai même dit... On connaît l'artisan. Oui. Pour l'instant, vous êtes enseignant. Et puis, c'est heureux d'apprendre que vous n'attendez pas forcément quand vous viennent à la ressource avant de faire le travail. Non, je travaille. Et on peut faire une enquête d'opinion auprès de mes élèves. C'est-à-dire, la motivation que je leur donne. L'école, aujourd'hui, il n'y a pas que des gens, de Tomawa, mais ce qu'on apprend... Il y en a plein qui ne sont pas par vocation. Oui. Alors, finalement, on peut s'attendre à quoi? Dans l'environnement que vous décrivez actuellement. Dans l'environnement que nous décrivons, quel est le problème? Même des honoraires sont sans salaire. Les honoraires aussi. Même des honoraires sont sans salaire. Les honoraires de ceux qui juillet, ne sont pas encore payés. Ils viennent. J'espère qu'il n'y a que Ruiho. Dans les milliers de centres, bon, ça peut se comprendre. Bon, donc les enfants de Ruiho ne sont pas des enfants béninois. Les élèves de ceux qui ne sont pas des élèves béninois. Isolé, et que si ceux-là ne sont pas payés, donc ils peuvent être démotivés à ne pas enseigner
à ces enfants-là. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Lorsqu'une si ce n'est que brebis ce se petit perd, mal et que les autorités ne sont pas encore informées, rassurez-vous que d'ici là, le cas Ruikhro sera réglé. Donc c'est là la préoccupation. Mais s'il y a d'autres Ruikhro, mais bon, je suis sûr qu'il y en a d'autres qu'ils vous entendent. Donc c'est comme ça ces vacataires ne sont pas payés pour juillet. Ils ont commencé début septembre jusqu'à présent, rien n'est encore payé. Mais ils continuent de travailler. Mais soyez sûr que lorsqu'ils sont des occasionnels, la motivation, certains vont l'avoir, d'autres ne vont pas l'avoir. Le reste, ils vont faire ce qu'ils peuvent. C'est ce que je peux dire. Je ne peux pas les contrôler, je ne suis pas leur chef. Nous devons travailler tous pour un même état et puis chacun se retourne chez lui. À part ça, il y a d'autres qui sont sans reclassement. Ils réclament à l'État leur reclassement. Ils ont promis que c'est en train, ça va se faire. Et ceux-là, ils gagnent le même salaire depuis 10 ans. Le problème de reclassement demeure toujours. Demeure, était d'actualité même. Et ils continuent de venir. Donc, et qu'est-ce qu'on peut faire? S'ils ne sont pas absents au poste et ils viennent dans les salles, maintenant tu vas mettre quoi là pour dire que quand ils sont rentrés, ils n'ont pas bien travaillé? Tu peux leur faire confiance. Donc, ils travaillent. Joël, mais là c'est plus qu'inquiétant ce que vous dites. Oui. S'il y a autant je vais vous demander alors, que faites-vous pour rappeler au moins à l'autorité ses responsabilités? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, peut-on dire, en termes du dialogue avec ce corps de métier? Le dialogue tel que ça fonctionne, on a l'impression que c'est ceux qui devraient nous aider à trouver des solutions, que c'est eux seuls qui savent comment on peut trouver ces solutions-là. Parce qu'on ne nous concède... On veut bien vous comprendre. Oui, parce qu'on ne nous concède pas. Regardez, il vient de vous dire, j'en fais partie. Regardez par exemple des enseignants sur le plan national, dans le peu qui est formé là, qui est qualifié pour faire le métier, 143 enseignants formés avec leurs propres frais, oui, sont sur le même salaire de B1 depuis 10 ans. Et pourtant, ils vont à l'école. C'est ça, je vous disais, si nous on fait ces sacrifices-là, parce que nous avons accepté de faire ce métier-là. Et on voit la preuve. La fois dernière, vous avez vu nos honorables députés à l'Assemblée, non? Quand le gouvernement n'a pas dit qu'ils vont diminuer leur budget, vous n'avez pas vu ce qui s'est passé là-bas? Vous avez vu, non? Et on sait comment... Je vous dis, on est sur le même salaire, 143 enseignants. Pourquoi peut-être on va vous dire, on vous oppose des principes? On dit par exemple, l'État vous a recruté avec un diplôme, vous n'avez pas entendu et vous êtes allé vous faire former vous-même. L'État ne vous reconnaît pas le diplôme. Mais le diplôme pour lequel même l'État vous a mis en formation alors, vous n'avez même pas la possibilité d'aller chercher ce diplôme pour en jouir. Et vous êtes là. Et c'est vous-même, vous allez prendre votre bic là pour vous reclasser, pour jouir un peu de votre... Et malgré ça, vous venez à l'école. Parce que vous avez choisi de faire ça. Et pourquoi? C'est ça, il dit. Pourquoi on fait ça? Parce que demain, les enfants que nous avons gardés aujourd'hui, au moins ils nous regardent. C'est pourquoi j'ai dit, dans ma classe terminale la fois dernière, j'ai dit aux enfants, ouvrez vos yeux, vous connaissez vos bourreaux. Ceux qui font que vous êtes dans... Ce n'est pas nous, hein. Parce que la preuve, nous, malgré nous connaissons... Moi, je dis mes salaires aux enfants. Mais c'est en risquant un peu. Parce que ces enfants-là, si je ne les sais pas faire, je vais les démotiver davantage et ils n'auraient pas d'enseignants. Demain, ils vont dire, c'est comme ça. Mais en retour, je leur dis, c'est parce que nous aimons ce que nous... Et nous aimons notre nation que nous nous sacrifions ainsi pour permettre. Mais nous allons demander aussi à l'État de se sacrifier, à ceux qui nous dirigent, de se sacrifier pour qu'on apporte des moyens à l'État. Vous ne pouvez pas être en train de me dire, l'État n'a pas les moyens de vous payer le salaire normal. Et je suis en train de vous voir dans le même pays que votre train de vie. Et je vois, oh, nous respirons le même oxygène. Ou bien vous, parce que vous êtes préfet ou bien ministre, le sang, votre groupe sanguin change. Et moi, mon groupe sanguin demeure. Et moi, on me maintient au même salaire. Et pourtant, je fais le travail. Mais Joël, c'est là où toute la problématique est là. Moi, nous, on a dit d'abord,
Premièrement, pensez réellement à discuter avec ces camarades, comme vous êtes en train de dire, sur comment régler leurs problèmes. Et discuter avec eux, appeler la nation tout entière. C'est ça, les autres appellent assises nationales pour réfléchir sur les problèmes de l'école. À Bomé, Calavi, nous avons on connaît, on fait la projection. On a fait Rabi, on connaît dans 5 ans ce que on va commencer par faire ceci. Tout le monde va... Le dialogue aujourd'hui se fait finalement avec qui? Si vous demandez à ce qu'on appelle tout le monde, les premiers concernés, qu'on les écoute, alors qui écoute-t-on? Oui, par exemple, le dialogue, comment le dialogue se fait? Quand vous commencez, on a dit qu'il n'y a pas de grève, machin, mais nous, on a pensé que ce n'est pas ça. On fait de la grève à notre manière aussi, on pourrait le faire. On peut faire une grève intellectuelle. On peut expliquer ce qu'ils n'ont pas pu faire aux enfants et aux parents d'élèves. Ils vont comprendre leur réelle ambition de ce qu'ils sont entre leur manipulation. Parce que quand vous dialoguez avec des gens qui ont des positions tranchées, qui vous opposent des principes et qui ne regardent pas les faits, vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Et vous tournez, par exemple, pour ce qui concerne le cas qu'il était en train d'évoquer, il faut l'avouer, le ministre Kapo Magnon a tout fait pour introduire une communication en conseil des ministres. Mais quand ça a fait le tour, on nous a dit tout dernièrement que le ministre a dit que Niet, que ceux-là, ils vont faire concours. Et moi, je dis, mais et ceux qui sont morts parmi eux, ou bien ceux qui vont partir à la retraite dans 2 ans là maintenant, quel concours ils vont faire et comment? Ou vous n'appelez même pas les intéressés pour leur dire qu'est-ce que vous mettez dans ces conditions. Et l'école connaît ces problèmes-là. Ça, c'est le personnel. Quand on parle de ça, les gens pensent que les enseignants réclament seulement ce qui les intéresse. Mais les enseignants réclament, on a parlé des infrastructures maintenant, vous avez vu, non? Mais or, au lieu de régler ça, ils laissent même ces infrastructures-là et ils montrent à la population seulement que c'est les enseignants qui veulent une meilleure condition. Et ils ne le font pas aussi. Et vous voulez que l'école fonctionne comment? Oui. Le dialogue aussi, pour aider à régler définitivement le problème, apparaît comme une farce. Oui. Est-ce qu'on doit dialoguer même tout le temps? En réalité, ça dit que le temps pour aller travailler, vous consacrez ce temps-là au dialogue. Les gens ne dialoguent que lorsqu'ils constatent qu'il y a une force en présence et qu'il faut maintenant aller au dialogue. Et puis ça, on fait un simulacre et on continue. C'est le Bénin. Il faut comprendre ça en 2 mots. Et quand ça finit, ils se reposent. Le dialogue ne leur signifie absolument rien. Il faut maintenant qu'il y ait encore une menace à l'horizon, que les gens courent pour dire venez, on va discuter. Donc comprenez maintenant que c'est de l'utopie. Quand vous le dites ainsi, cela suffit. Avec les conditions qui sont celles réservées aux travailleurs pour désormais aller en grève, c'est dire que vos problèmes risquent de demeurer ainsi. C'est cela? Bon, vous savez, est-ce qu'on doit dire que lorsqu'on est travailleur qu'on doit aller en grève? Est-ce qu'on doit le dire? Mais c'est la non-satisfaction des revendications, des problèmes des travailleurs qui les conduit à cet état de choses, ce qui n'est même pas apprécié. Vous savez, le président Talon, je nourrissais une belle ambition parce que je me suis dit, voilà quelqu'un qui a pris les problèmes à bras le corps pour dire c'est ce que je vais régler. Pour moi, il connaît l'école. Vous disiez? Oui, je me disais ça. Maintenant, j'ai compris que chacun vend ce qu'il peut vendre. Et vous achetez à la maison, tu peux constater qu'il n'y a rien dedans. Et tu déposes ça et tu continues pas. Et tu ne veux pas réclamer l'argent chez quelqu'un. C'est là le problème. Sinon, c'est sous le président Talon que les enseignants ont été le plus martyrisés. Nous en avons connu. Non, je suis sincère. 2 ans et demi. Non, et c'est sur les 2 ans et demi. Oui, il nous a tapé, il nous a même dit de ne pas pleurer. Et quand il a fini, avec ses ministres, se sont entendus, ils ont signé 5 000 francs pour la prime de craie annuelle et par enseignant. C'est heureux. C'est parce qu'ils savent que c'est des métiers et qu'eux, ils sont suffisamment riches. Les enfants vont partir à l'étranger, que leurs enfants ne pourront jamais faire ces métiers-là. Non, c'est pourquoi ils se comportent comme ça. Mais pour les enfants de pauvres, c'est ma raison d'être. C'est pourquoi les matins, même s'il pleut, je brave la pluie pour être au collège. Oui, c'est très bon. La nature vous sera reconnaissante. Mais dites, Jean-Eudes Tomawa, vous venez à peine de faire 1 mois et demi. Oui. Et Kassamampo, le secrétaire général de la CSTB, a donné l'alerte parce que pour les parents, ces problèmes seraient déjà minorisés. Alors, a donné l'alerte un peu tôt. Est-ce que ce n'est pas heureux qu'on a encore du chemin pour corriger tout ceci très rapidement? Non. Et ça va être votre mot de conclusion. Oui, j'espère bien. Et je souhaite aussi qu'il soit entendu par les autorités et qu'il soit entendu de la bonne façon, qu'ils ne disent pas qu'il est le syndicaliste qui est en train de crier encore notre nom, qu'ils constatent que c'est de bonnes remarques et qu'ils mettent les dispositions qu'il faut pour que l'école commence une renaissance au Bénin. Oui, les humains.
Conclusion, 30 secondes. Oui, évidemment, il ne faut pas penser que ceux qui dénoncent, ceux qui parlent là, c'est des opposants. Ils contribuent à leur manière au bon fonctionnement de l'école. Qu'ils soient écoutés et que les vrais problèmes là soient mis sur tapis pour qu'on trouve des solutions à ça et l'école va bien fonctionner. Merci à vous, Eloge Lésibert. Merci également à vous, Jean-Eudes Thomawa, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été là. L'école béninoise, toujours à la croisée des chemins. Demain, sans doute, il fera bon vivre. Mais là, il faudra que chacun puisse avoir l'oreille qu'il faut et au-delà, la volonté qu'il faut pour pouvoir sauver les meubles. 100% bénin pour le numéro du jour. Ce sera tout. Je vous fausse compagnie sur cette citation de l'écrivain, poète, aviateur et reporter français Antoine de Saint-Exupéry. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Bonne suite de méditation. À très bientôt.